Il y a 5 ans, Nora a poussé un homme mourant sous son plancher. Pendant ce temps, les lampes de poche de la police balayaient son salon. Elle ne lui a pas demandé son nom. Elle voulait juste que les sirènes s'arrêtent. Elle pensait avoir acheté sa tranquillité. Avec une bouteille d'antiseptique bon marché et un kit de suture volé. Mais dans cette ville, les dettes n'expirent pas. Elles fermentent, et ce soir, l'homme avec un trou de balle dans l'épaule est de retour pour se faire payer. C'était un mardi quand le monde a décidé de saigner sur le pas de la porte de Nora. Elle avait 22 ans. Elle tournait avec 4 heures de sommeil et l'adrénaline chimique d'un café bon marché et acide. Son appartement dans le South End était une boîte au rez-de-chaussée. Il sentait en permanence le chou bouilli et le béton humide. Elle y vivait car le loyer était de 300 $ par mois. Payé en espèces à un propriétaire qui ne communiquait que par grognement et qui glissait agressivement des avis d'expulsion sous la porte. À 2h14 du matin, la pluie tombait d'averse, assez fort pour couvrir les bruits habituels du quartier. Les disputes, les bris de verre, les moteurs vrombissants. Nora était assise sur son matelas bosselé. Elle fixait une pile de factures de services publics en retard quand le bruit sourd a frappé sa fenêtre. Ce n'était pas un tapotement. C'était le bruit lourd et écœurant d'un poids de mort contre la vitre, suivi d'un son de glissement humide. Nora se figea. Son premier instinct, aiguisé par des années de survie dans un quartier que la ville avait abandonné, fut d'éteindre l'unique lampe de table. La pièce plongea dans l'obscurité, illuminée seulement par le flash rythmique et maladif du lampadaire cassé à l'extérieur. Elle retint son souffle. Le silence s'étira, brisé seulement par la pluie. Puis vint un grattement bas et humide contre sa porte. Elle attrapa la lourde poêle en fonte de la cuisinière à 2 feux. Pieds nus, le linoléum froid mordant ses talons, elle se glissa jusqu'à la porte. Elle ne regarda pas par le judas. Le judas était cassé, bouché par un morceau de chewing-gum. À la place, elle pressa son oreille contre le bois bon marché. Une respiration, rauque, humide et courte. Nora déverrouilla le pain dormant, la chaîne et le verrou à glissière secondaire. Elle entrebâilla la porte d'1 pouce. Un corps tomba à l'intérieur, coinçant la porte. Nora recula en titubant, levant la poêle. L'homme était face contre terre sur son sol, moitié dans l'appartement, moitié sous la pluie torrentielle. Il portait un pardessus en laine sombre, lourd d'eau et de quelque chose de plus sombre, quelque chose d'épais qui formait déjà une flaque sur son tapis d'entrée délavé. L'odeur la frappa immédiatement. Elle était vive, métallique, comme une poignée de vieilles pièces de monnaie mélangées à de l'asphalte humide et de la sueur. « Hé !» murmura Nora, la voix tendue. « Hé, vous ne pouvez pas être ici. Levez-vous. » Il ne bougea pas. Au loin, le hurlement strident des sirènes de police déchira le bruit de la pluie. Elles étaient proches, à 2 pâtés de maison, peut-être moins. La panique, froide et vive, lui serra la poitrine. Les flics du South End ne posaient pas de questions. S'ils trouvaient un homme en sang sur son paillasson, ils saccageraient son appartement. Ils l'arrêteraient pour obstruction et elle perdrait son travail à la clinique le matin même. Elle laissa tomber la poêle. Elle heurta le plancher avec un bruit métallique. Elle attrapa l'homme par les revers de son manteau et tira. Il était incroyablement lourd, un poids de mort enveloppé de laine mouillée. Ses épaules crièrent de protestation, les muscles brûlants alors qu'elle plantait ses talons et le traînait entièrement à l'intérieur. Elle claqua la porte, la verrouillant aveuglément avec des doigts tremblants. Les sirènes devinrent assourdissantes. Des lumières bleues et rouges commencèrent à caresser les murs de son salon à travers les fins rideaux gris. L'homme gémit. Il roula sur le côté. Dans les lumières clignotantes de la police, Nora vit son visage. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des traits vifs et brutaux, pâle à cause de la perte de sang. Sa main se serra autour de sa cheville. La prise était terrifiante, ses doigts glissants et froids. « Silence » souffla-t-il. Ce n'était pas une supplique, c'était un ordre. Des poings martelèrent la vitre de sa fenêtre. « Police de New York, ouvrez !» Le cœur de Nora battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle baissa les yeux vers l'homme, puis vers la porte étroite du placard à côté de sa petite salle de bain. Elle le traîna par son bras non blessé, ses pieds nus glissant sur son sang. Elle le poussa dans le placard, coinçant ses larges épaules entre ses manteaux d'hiver et l'aspirateur. « Ne fais pas un bruit » siffla-t-elle, donnant un coup de pipe dans une pile de linge sale pour couvrir ses jambes.
Elle ferma la porte. Elle courut à la cuisine, attrapa une bouteille d'eau de Javel sous l'évier et en éclaboussa le sol où son sang avait coulé. Elle jeta une vieille serviette dessus, essuyant frénétiquement avec son pied tout en se dirigeant vers la porte d'entrée. Elle ébouriffa ses cheveux, tira son t-shirt trop grand sur une épaule et déverrouilla la porte, laissant la chaîne. « Quoi » lança-t-elle, plissant les yeux à travers la fente, comme si elle venait d'être réveillée. Deux policiers se tenaient sous la pluie. Celui de devant avait la main sur son étui. Il avait l'air tendu, ses yeux balayant les alentours. « Nous cherchons un suspect. Homme de race blanche, manteau sombre, il s'est enfui dans cette ruelle. »« Je dormais, » mentit Nora, sa voix pâteuse d'une fausse fatigue, masquant le tremblement en dessous. « Je n'ai rien entendu à part la pluie. »« Ouvrez la porte, mademoiselle. »« Avez-vous un mandat ?» demanda Nora. C'était une question stupide et risquée, mais se soumettre trop facilement dans ce quartier vous faisait paraître coupable. Le policier eut un rictus méprisant, l'eau dégoulinant du bord de sa casquette. Il pointa sa lampe de poche droit dans ses yeux, puis la balaya au-delà d'elle dans l'appartement sombre. Le faisceau illumina le lit défait, la pile de factures, la serviette humide sur le sol. Il s'arrêta sur la serviette. L'odeur d'eau de Javel était écrasante. « J'ai renversé mon café, » dit Nora d'un ton plat. « Écoutez, s'il y a un type qui se vide de son sang dehors, je n'en veux pas ici non plus. Vérifiez les bennes à ordures au bout du pâté de maison. Les serrures du portail sont cassées. » Le policier la fixa pendant une longue et angoissante seconde. Puis une radio crépita sur son épaule. Suspect repéré sur la 4e et la principale. Sans un mot, les policiers se retournèrent et coururent. Nora verrouilla la porte. Elle s'appuya contre elle, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Ses mains tremblaient violemment. Elle resta assise là pendant 5 minutes, écoutant la pluie, avant de se relever et de marcher vers le placard. Elle ouvrit la porte. L'homme s'était évanoui. Nora n'appela pas d'ambulance. Elle le traîna dans la salle de bain, alluma la lumière crue du plafond et lui retira son manteau. Une balle avait traversé son épaule supérieure gauche. C'était un travail sale et laid. Elle attrapa ses fournitures volées à la clinique, de la guise, du ruban chirurgical, une bouteille de vodka bon marché et une aiguille à coudre stérilisée avec un briquet. Elle versa la vodka sur la plaie. L'homme se réveilla avec un rugissement violemment étouffé, son corps se cambrant sur le carrelage. « Tenez-vous tranquille, » ordonna Nora, sa voix dure pour couvrir sa nausée. « Ou je vous traîne à nouveau dehors. » Il la foudroya du regard, ses yeux sombres et fiévreux. Mais il s'agrippa au bord de la baignoire et la laissa faire. Elle pansa la plaie, recousit la peau déchirée avec une efficacité maladroite et désespérée, et banda fermement son épaule. Elle ne lui offrit aucun réconfort, il n'en demanda pas. Le seul son dans la salle de bain était sa respiration rauque et le cliquetis de ses ciseaux contre le lavabo en porcelaine. Quand elle eut fini, elle le laissa assis sur le sol de la salle de bain. Elle alla à la cuisine, vomit dans l'évier, se rinça la bouche et s'assit sur sa seule chaise jusqu'au lever du soleil. Quand elle vérifia la salle de bain à 7 heures du matin, l'homme était parti. La seule preuve de sa présence était un unique billet de 20 $ taché de sang posé sur le bord du lavabo. 5 ans, c'est assez de temps pour qu'un souvenir se calcifie en cicatrice. Il ne disparaît pas, mais il cesse de faire mal quand on appuie dessus. Nora avait maintenant 27 ans. Elle ne travaillait plus à la clinique, ayant été renvoyée pour avoir volé les fournitures mêmes qu'elle avait utilisées pour rafistoler l'homme en sang dans sa salle de bain. Maintenant, elle travaillait de nuit chez Pat's, un diner situé à la frontière entre le quartier financier et le parc industriel. C'était un purgatoire de néons et de graisse, servant les insomniaques, les camionneurs épuisés et les cadres qui étaient restés trop longtemps au bureau. Sa vie était un exercice de routine cynique. Elle se réveillait à 20 heures, enfilait d'un uniforme en polyester rigide de la couleur de la moutarde séchée et prenait le métro pour aller au travail. Elle pointait, versait un café qui avait le goût d'acide de batterie brûlée, essuyait des tables en vinyle collante et ignorait le monde. Elle aimait cet engourdissement. L'ambition était un handicap. Se soucier des autres était un piège. Si vous gardiez la tête baissée, serviez le pain de viande et ne regardiez pas les drogués dans les yeux, vous surviviez. Il était 3h15 du matin, un jeudi. Le diner sentait l'huile de friture ronce et l'ammoniaque parfumé au citron que Nora utilisait pour nettoyer les comptoirs. Le bas de son dos lui faisait mal,
une douleur sourde et persistante qui était devenue sa compagne constante. Elle s'appuya contre le comptoir du fond, faisant rouler son cou raide, observant la foule clairsemée. Dans la banquette 3, un camionneur ronflait doucement, la tête dans ses bras croisés. Dans la banquette 7, deux adolescents pleuraient sur une assiette partagée de frites froides. « Hey Nora, t'es dans la lune! » Nora cligna des yeux. Dave, le cuisinier, la fusillait du regard à travers le passe-plat. Il essuya son front graisseux avec le dos d'un bras tatoué. La table 4 a besoin de ses pommes de terre rissolées et les cafetières sont vides. « J'y vais, marmonna Nora, la voix rauque. Elle attrapa l'assiette en céramique lourde, ignorant la chaleur qui rayonnait du fond, et la déposa sur la table 4 devant un homme en costume froissé. Il ne leva pas les yeux de son téléphone. « Plus de café ?» demanda-t-elle machinalement. Il secoua la tête. Nora retourna au poste de café. Elle attrapa la verseuse en verre, la porta à l'évier industriel et commença à la frotter. Alors que l'eau chaude frappait le verre, une faible odeur de rouille monta du siphon. Nora se figea. Ses mains se resserrèrent autour de la verseuse. C'était une odeur fantôme, un bug psychologique. Depuis cette nuit, il y a 5 ans, Nora sentait le cuivre chaque fois qu'elle était trop fatiguée ou stressée. Le souvenir du manteau de laine mouillé, le poids mort de l'homme, la chaleur collante de son sang sur ses pieds nus. Tout était enfermé dans une petite boîte bien serrée dans son cerveau. Mais parfois, la boîte s'agitait. Elle avait déménagé de l'appartement du South End exactement 2 semaines après l'incident. Elle avait dépensé ses maigres économies pour la caution d'un endroit un peu mieux, un peu plus sûr, de l'autre côté de la ville. La première année, elle dormait avec un couteau de cuisine sous son matelas. Elle sursautait au bruit fort. Elle vérifiait les serrures 4 fois par nuit, mais le temps a érodé la paranoïa en épuisement. L'homme en sang n'est jamais revenu. Les flics n'ont jamais défoncé sa porte. L'incident est devenu un rêve surréaliste et laid. Elle s'est convaincue qu'il était probablement mort dans une ruelle quelques jours plus tard. Les hommes comme ça ne vivaient pas longtemps. Elle vida l'eau sale de la verseuse, son reflet la fixant depuis l'évier en acier inoxydable. Des cernes sombres entouraient ses yeux. Ses cheveux attachés en un chignon désordonné étaient ternes. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle sentait être. Un fantôme hantant sa propre vie. Elle s'essuya les mains sur son tablier, frottant agressivement la peau de ses articulations. Un autre tic. Elle avait toujours l'impression que ses mains étaient sales. « Tu vas t'arracher la peau », remarque Dave depuis le grill, raclant une spatule en métal contre la plaque avec un bruit strident. « Prends ta pause. On dirait que tu vas t'évanouir dans la friteuse. » Nora ne discuta pas. Elle détacha son tablier, le jeta sur un tabouret et sortit par la porte arrière dans la ruelle. L'air était glacial, mordant à travers son uniforme fin. C'était l'automne, le genre de froid qui portait la menace de l'hiver. Elle s'appuya contre le mur de briques du dîner, sortant un paquet de cigarettes écrasées de sa poche. Elle ne fumait pas souvent, seulement quand les odeurs fantômes devenaient trop fortes. Elle alluma la cigarette, inhalant la fumée chimique et âpre. Ça lui brûlait la gorge, mais ça la ramenait à la réalité. Ça effaçait l'odeur de cuivre. Elle regarda la ruelle. Elle était vide, éclairée par une seule ampoule en cage au-dessus de la porte. Un chat errant se faufila derrière une benne à ordures rouillées. Nora expira un long nuage de fumée, inclinant la tête en arrière contre la brique. C'était ça. C'était sa vie. Gagner le salaire minimum, se cacher du monde, compter ses sous. Ce n'était pas juste, mais Nora avait cessé de croire en la justice il y a longtemps. La justice était un luxe pour les gens qui ne savaient pas quelle odeur avait le sang quand il imbibait un tapis bon marché. Elle jeta la cigarette à moitié fumée dans une flaque, regarda la braise grésiller et s'éteindre, et se détacha du mur. Il était temps de retourner au pain de viande. Le service changeait à 4 heures du matin. C'était la zone morte. Le camionneur est parti. Les adolescents en pleurs sont partis. Il n'y avait que Nora. Dave raclant le gris et le bourdonnement de l'enseigne au néon dans la fenêtre, vrombissant comme un frelon en colère. Nora était derrière le comptoir, comptant les maigres pourboires de la poche de son tablier. 4 billets d'$1 froissés et une poignée de pièces. Elle fixa l'argent, un sourire amer tordant ses lèvres. À ce rythme, elle pourrait s'offrir une nouvelle paire de chaussures l'été prochain. La cloche au-dessus de la porte d'entrée du diner tinta.
Le son était aigu dans la pièce silencieuse. Nora ne leva pas les yeux immédiatement. Elle balaya les pièces dans sa main, les fourra dans sa poche et attrapa un chiffon humide. « Asseyez-vous où vous voulez, lança-t-elle, la voix plate, habituée. Le café est frais. » Elle se retourna, s'attendant à un chauffeur de taxi fatigué ou à un ivrogne errant du quartier financier. Au lieu de cela, l'air dans le diner changea. Ce n'était pas une baisse soudaine de température, mais ça en avait l'air. L'atmosphère devint lourde, épaisse, avec une tension soudaine et suffocante. Le bruit ambiant du diner, le bourdonnement des réfrigérateurs, le sifflement du grill semblèrent baisser d'une octave. 3 hommes se tenaient juste à l'intérieur de la porte. Ils portaient des costumes sombres, pas le genre bon marché et froissé que portaient les employés de bureau. Ces costumes étaient taillés en laine chair aux lignes nettes. Les hommes ne cherchèrent pas de siège. Ils se tenaient parfaitement immobiles, leurs mains reposant souplement devant eux, leurs yeux balayant la pièce avec une froide efficacité professionnelle. Dave arrêta de racler le grill. La spatule resta figée dans sa main. Nora arrêta d'essuyer le comptoir. Son cœur donna un seul coup sourd contre ses côtes, puis commença à s'emballer. Ses instincts de survie, en sommeil depuis 5 ans, se réveillèrent violemment. Un 4e homme sortit de derrière les 3 autres de la porte. Il ne marchait pas comme les autres. Il se déplaçait avec une grâce silencieuse et terrifiante. Il était grand, large d'épaules, portant un pardessus anthracite qui pendait ouvert sur un costume sombre. Alors qu'il entrait sous la lumière crue des néons du diner, Nora vit son visage. Le chiffon glissa de ses doigts. Il tomba sur le sol avec un bruit humide. Il était plus âgé. Les traits vifs et brutaux de son visage avaient mûri en quelque chose de plus dur, quelque chose de taillé dans la pierre. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés. Mais ce sont les yeux qu'elle reconnut, froids, combrants et lourds. Il tourna légèrement la tête, scrutant les banquettes vides, et la lumière attrapa une fine cicatrice pâle qui parcourait sa mâchoire et disparaissait sous son col. C'était l'homme en sang. Nora ne pouvait plus respirer. Ses poumons avaient oublié comment se dilater. Elle se tenait derrière le comptoir, ses mains agrippant le bord en formica si fort que ses articulations blanchirent. L'homme se dirigea vers le comptoir. Il ne regarda pas Dave. Il ne regarda pas les cafetières sales. Il ne regardait que Nora. Il s'arrêta au tabouret juste en face d'elle. Il déboutonna son manteau et s'assit. Le tabouret en vinyle grinça sous son poids. Il posa ses mains sur le comptoir. Ses mains étaient grandes, impeccables. Une lourde bague en or brillant à son index droit. De près, il ne sentait plus le cuivre et l'asphalte humide. Il sentait le cèdre froid, le cuir cher et le lin propre. C'était une odeur riche et dominante qui submergeait complètement la graisse et l'ammoniaque du diner. Le silence s'étira entre eux. Il était épais, suffocant. Nora lutta contre l'envie de reculer. Si elle reculait, elle montrait sa peur. Si elle montrait sa peur, elle était une proie. Elle se força à tenir bon, bien que ses genoux tremblassent si violemment qu'elle était sûre qu'il pouvait les entendre s'entrechoquer. « Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Elle s'éclaircit la gorge, se détestant pour cette faiblesse. « Du café ?» L'homme l'observa. Son regard était analytique, la disséquant. Il remarqua son uniforme bon marché, les cernes sous ses yeux, sa prise à en blanchir les jointures sur le comptoir. « Noir, dit-il. » Sa voix était basse, un grondement profond qui vibrait dans l'air entre eux. Nora se retourna. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber la cafetière. Elle versa le liquide noir dans une tasse en céramique épaisse, en renversant un peu sur le côté. Elle attrapa une serviette, essuya la tache avec des mouvements saccadés et posa la tasse devant lui. « La crème et le sucre sont sur la table, » dit-elle, fixant le milieu de sa poitrine. « Je n'en ai pas besoin, dit-il. Il ne toucha pas la tasse. « Vous avez l'air fatigué, Nora. » Le son de son nom dans sa bouche fut un coup physique. Elle tressaillit. Elle ne lui avait pas donné son nom cette nuit-là. Elle ne l'avait jamais prononcé. Nora leva les yeux, croisant son regard. La peur était toujours là, froide et vive, mais la colère commençait à s'y mêler. Le cynisme protecteur qu'elle avait construit pendant 5 ans s'enflamma. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle, abandonnant complètement son personnage de serveuse. Sa voix tomba à un murmure rauque. « Je sais tout de vous, » dit-il calmement. « Je sais que vous avez été renvoyé de la clinique pour avoir volé de la gaz et de la lidocaïne.
Je sais que vous avez déménagé dans un appartement sur la 8e rue 2 semaines après notre rencontre. Je sais que vous gagnez 14 de l'heure ici et que vous avez actuellement 3 mois de retard sur vos prêts étudiants. L'estomac de Nora se serra. M'avez-vous suivi? Non, dit-il en ajustant sa manchette. J'ai seulement commencé à vous chercher il y a 3 jours. Il a fallu 4 heures à mes hommes pour vous trouver. Il fit un vague geste vers les 3 hommes qui se tenaient silencieusement près de la porte. Pourquoi? Exigea Nora. Son cœur martelait sa gorge. Je vous ai sauvé la vie. J'ai traîné votre lourd cul dans ma salle de bain et je vous ai recousu comme un canapé déchiré. Je n'ai pas appelé les flics. Je n'ai pas dit un mot. Vous êtes parti. C'est fini entre nous. L'homme inclina légèrement la tête. Une ombre d'expression traversa son visage. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de proche de l'amusement. Cela n'atteignit pas ses yeux. J'ai laissé un billet de vin, dit-il doucement. Ça ne couvrait pas le nettoyage du tapis, rétorqua Nora, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Il se tut. Il baissa les yeux sur la tasse de café, traçant le bord avec son pouce. Mon nom est Vincent Costa. Nora ne sursauta pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde en ville connaissait le nom de Costa. Ils étaient l'architecture invisible de la ville. Ils possédaient les chantiers navals, les syndicats, les contrats de nettoyage et la moitié des politiciens. Ils étaient violents, impitoyables et intouchables. Je me fiche de qui vous êtes, mentit Nora, la voix tremblante. Je veux que vous partiez. Vincent leva les yeux vers elle. L'amusement avait disparu. Ses yeux étaient plats, dangereux. Je ne laisse pas de dettes impayées, Nora. C'est mauvais pour les affaires. Je ne veux pas de votre argent, dit-elle fermement. Je veux juste que vous prétendiez ne m'avoir jamais rencontré. Il ne s'agit pas d'argent, dit Vincent en se penchant légèrement en avant. Le mouvement força Nora à se pencher en arrière. Je vous dois la vie, c'est une lourde dette. Mais vous avez aussi fait une erreur, Nora. Quelle erreur? Vous m'avez sauvé, dit Vincent tranquillement. Ce qui signifie que les hommes qui ont essayé de me tuer cette nuit-là ont échoué. Et parce qu'ils ont échoué, ils ont passé les 5 dernières années à chercher la personne qui m'a aidé à disparaître. Le sang quitta le visage de Nora. Le bourdonnement de l'enseigne au néon devint soudain assourdissant. Ils ont trouvé le propriétaire de votre ancien immeuble hier, continua Vincent, son ton conversationnel comme s'ils discutaient de la météo. Ils savent que c'était une fille au rez-de-chaussée. Ils recherchent actuellement une ancienne infirmière de clinique de 27 ans, ayant l'habitude de voler des fournitures médicales. Nora s'agrippa au bord du comptoir. Le diner se mit à tourner légèrement. Non, j'ai tout couvert. J'ai nettoyé le sol à l'eau de Javel. C'est vrai, acquiesça Vincent, mais vous avez jeté une serviette ensanglantée dans la benne à ordures de la ruelle. Un voisin vous a vu. Il se leva. Le mouvement était fluide, autoritaire. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une épaisse enveloppe, la jetant sur le comptoir. Elle atterrit avec un bruit lourd et sourd à côté du café froid. Patty a vendu ce diner il y a 3 jours, dit Vincent, à moi. Votre bail sur la 8e rue. Ma société holding a acheté l'immeuble hier. Nora le fixa, l'horreur lui glaçant le sang. Qu'est-ce que vous faites? Je réclame ma dette, dit Vincent en boutonnant son manteau. Il la regarda, son expression indéchiffrable. Prenez ce que vous pouvez mettre dans un seul sac. Vous avez 10 minutes. Après ça, ce diner brûle jusqu'aux fondations et Nora est officiellement morte. Il se tourna et se dirigea vers la porte. « Attendez !» cria Nora, la voix brisée. Vincent s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. Les 3 hommes près de la porte s'écartèrent pour lui. « Où allons-nous » demanda-t-elle, le combat s'évanouissant en elle, ne laissant que la terreur brute et glaciale. « À la maison, dit Vincent. Il sortit dans la nuit froide d'automne, la cloche tintant joyeusement derrière lui. Dave laissa tomber la spatule en métal. Elle tomba avec un cliquetis sur les tapis de sol graisseux, brisant le sortilège. Il ne regarda pas Nora. Il ne posa pas de questions. Il retira simplement son tablier, le jeta sur le grill où il commença immédiatement à fumer et se précipita par la porte arrière dans la ruelle. Nora se tenait seule derrière le comptoir. 10 minutes. Son cerveau semblait rempli de coton humide. La partie animale en elle hurlait de suivre Dave par l'arrière, de courir dans le labyrinthe du quartier industriel et de disparaître. Mais elle savait que les hommes en costume taillé l'attendraient.
Vincent Costa ne laissait pas de détails en suspens. Il ne faisait pas de menaces en l'air. Elle se retourna et courut vers la salle de pause exiguë des employés. L'air ici sentait intensément la fumée de cigarettes ronces et l'eau de serpillière aigre. Son casier était une boîte en métal rouillé qui grinça quand elle l'ouvrit brusquement. À l'intérieur se trouvait la somme totale de son existence. Une veste en jean délavé, un sac à main en cuir craquelé, une bouteille à moitié vide d'ibuprofène et une paire de baskets usées. Elle vida le sac à main sur la petite table pliante. Des clés d'un appartement qu'elle ne possédait plus, un téléphone à clapet bon marché, un tube de baume à lèvres, 24 $ en pourboire froissé. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle remettait les objets dans son sac. Elle retira la chemise d'uniforme jaune moutarde, sa peau picotant dans l'air glacial de l'arrière-salle, et enfila ses vêtements civils, un pull gris qui s'effilochait au poignet et sa veste en jean. Elle n'avait pas de sac. Elle n'avait rien qui vaille la peine d'être emballée. Quand elle repoussa la porte battante pour retourner dans le diner principal, l'odeur la frappa. De l'essence, brute, vive et suffocante. Deux des hommes de Vincent éclaboussaient nonchalamment du liquide, provenant de lourds bidons en plastique sur les banquettes en vinyle, le comptoir en formica et les friteuses commerciales. Ils se déplaçaient avec une efficacité routinière et ennuyée. Le liquide s'accumulait sur le linoléum fissuré, s'infiltrant dans les tapis bon marché. Nora se dirigea vers la porte d'entrée, ses bottes faisant de légers bruits de clapotis dans les flaques d'accélérant. Les vapeurs lui brûlaient les yeux, les faisant pleurer. Vincent se tenait sur le trottoir, baigné dans la lueur jaunâtre et maladive du lampadaire. Un long tout-terrain noir tournait au ralenti au bord du trottoir. Le moteur était un ronronnement bas et puissant qui vibrait dans la semelle des pieds de Nora. Un des hommes à l'intérieur jeta une allumette enflammée par-dessus son épaule. Le souffle de l'ignition aspira l'oxygène de la pièce. La chaleur frappa le dos de Nora comme une poussée physique. Un mur d'air brûlant qui sentait le plastique fondu et la graisse incinérée. Elle trébucha vers la porte, haletante, le changement soudain de température choquant ses poumons. Elle se retourna. Le dîner de Patty, son purgatoire des 4 dernières années, était une cage de feu orange et bleu. L'enseigne au néon dans la fenêtre étincela sauvagement, siffla et se brisa. « Montez !» dit une voix. Vincent tenait la portière arrière du tout-terrain ouverte. Il ne regardait pas le feu. Il la regardait. Nora hésita. La chaleur du bâtiment en feu réchauffait son dos, mais l'intérieur du véhicule ressemblait à un trou noir. C'était un seuil. Une fois qu'elle l'aurait franchi, la vie cynique, tranquille et invisible qu'elle s'était bricolée aurait entièrement disparu. Le hurlement des camions de pompiers commença à résonner au loin. Elle monta dans le tout-terrain. Vincent se glissa à côté d'elle, la lourde porte claquant avec un bruit sourd et hermétique qui les coupa instantanément du bruit de la rue. L'intérieur de la voiture était une chambre de privation sensorielle. Les vitres étaient si teintées que le dîner en feu à l'extérieur ressemblait à un écran de télévision en sourdine. Ça sentait le cuir cher, l'ozone de la climatisation et l'odeur vive et propre de cèdre qui émanait de l'homme assis à quelques centimètres d'elle. Le véhicule s'éloignait en douceur. Pas de pneus qui crissent, pas de précipitation, juste un départ calculé et inévitable. Nora se pressa contre la portière passager, mettant autant d'espace que possible entre eux sur le siège moelleux. Ses genoux étaient serrés l'un contre l'autre, ses mains agrippant son sac à main bon marché comme un bouclier. Elle fixa l'arrière de la tête du chauffeur. Un homme au cou épais nommé Arthur qui conduisait avec une immobilité terrifiante. « Vous respirez trop vite », nota Vincent. Sa voix était un grondement sourd dans la cabine silencieuse. Il ne tourna pas la tête pour la regarder. « Vous allez faire de l'hyperventilation. »« Vous venez de brûler mon lieu de travail, » murmura Nora, sa voix rauque contre sa gorge sèche. « Vous avez acheté mon appartement. Je n'ai nulle part où aller. Vous avez exactement l'endroit où je vous mets, » répondit-il doucement. « Je ne suis pas un meuble. » La colère s'enflamma de nouveau, une brève étincelle chaude contre le poids écrasant de sa panique. Elle se tourna pour le regarder. Dans les ombres mouvantes des lampadaires, son profil semblait taillé dans le granit. « Que voulez-vous de moi? Vous avez payé votre dette. Pourquoi ne pas simplement les laisser me tuer? Ce serait plus simple pour vous. » Vincent tourna enfin la tête.
Ses yeux étaient incroyablement sombres, absorbant la faible lumière de la voiture. Parce que je n'aime pas que les gens touchent à ce qui m'appartient, dit-il. L'estomac de Nora se creusa. Je ne vous appartiens pas. Les hommes qui vous cherchent sont les Antonov, continua Vincent, ignorant complètement sa protestation. Il parlait avec le détachement clinique d'un chirurgien expliquant un diagnostic fatal. Il y a 5 ans, ils ont essayé de prendre mon territoire dans les ports. Ils m'ont tendu une embuscade. Vous m'avez recousu. Parce que j'ai survécu, j'ai démantelé toute leur opération en 3 semaines. J'ai tué 2 de leurs lieutenants. J'ai paralysé leur ligne d'approvisionnement. Le frère Antonov restant, Grigory, chasse le fantôme qui m'a sauvé la vie depuis lors. Pour lui, vous êtes la raison pour laquelle son empire s'est effondré. Il se déplaça légèrement, la laine fine de son costume chuchotant contre le siège en cuir. Si Grigory vous trouve, il ne se contentera pas de vous tuer, Nora. Il fera de vous un exemple. Il dépaissera votre vie couche par couche. Et puis il fera de même avec votre peau. Le ton de Vincent ne s'éleva pas, mais les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et suffocants. Alors oui, vous m'appartenez maintenant, parce que l'alternative est un cercueil fermé. Nora ferma les yeux. L'odeur fantôme de cuivre s'épanouit vivement au fond de son nez, se mélangeant à l'odeur de cèdre. Elle pressa son front contre la vitre froide de la fenêtre, regardant la ville défiler, réalisant avec une certitude écœurante qu'elle venait d'échanger un cimetière contre une cage. Ils roulèrent pendant 1 heure. La lueur des néons de la ville laissa place à l'étendue faiblement éclairée de l'autoroute, puis à l'obscurité totale. Le véhicule s'engagea sur une route privée qui serpentait vers le haut à travers des arbres denses et anciens. Les pneus crissaient rythmiquement sur le gravier frais. Quand ils s'arrêtèrent enfin, les portes se déverrouillèrent avec un clic sec. Nora sortit dans l'air nocturne mordant. Il se trouvait dans la cour d'un domaine qui ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse moderne. C'était une structure tentaculaire de pierres sombres, d'acier et de vastes vitres pare-balles qui reflétaient la forêt environnante. Il n'y avait pas de lumière de porche chaleureuse. Des caméras de sécurité suivaient leurs mouvements avec un léger vrombissement. Le silence ici était absolu, dépourvu du bourdonnement ambiant de la circulation, des sirènes ou des voisins qui crient. C'était un silence lourd, oppressant. À l'intérieur, ordonna doucement Vincent en passant devant elle. Elle le suivit sur les larges marches de pierre. Arthur tapa un code sur un panneau discret, et les portes d'entrée massives s'ouvrirent silencieusement. Si l'extérieur était une forteresse, l'intérieur était un mausolée de richesse. Le hall d'entrée était vaste, pavé de marbre gris ardoise froid qui amplifiait le son de leurs pas. Il n'y avait pas de photographie, pas de désordre. Les murs étaient décorés de peintures abstraites et austères qui ressemblaient à des ecchymoses sur toile. Nora se tenait maladroitement au centre de la pièce. Ses baskets élimées couinaient légèrement sur le sol immaculé. Elle sentait la graisse de friture, la sueur rance et la peur. À côté d'elle, Vincent retira son pardessus, le tendant à une femme plus âgée et silencieuse qui apparut d'un couloir latéral comme un fantôme. « Montrez-lui les lettres », dit Vincent à la femme. Il ne se retourna pas vers Nora. Il roula des épaules, desserrant sa cravate. « Verrouillez les portes extérieures. »« Attendez », dit Nora. Sa voix résonna trop fort dans l'espace caverneux. Vincent s'arrêta au pied d'un escalier en verre majestueux. Il se tourna, son expression soigneusement vide. « Suis-je une prisonnière ?» demanda-t-elle, ses mains se crispant en poing sur ses côtés. Elle avait besoin que les limites soient tracées. Elle ne pouvait pas survivre à l'ambiguïté. Vincent l'étudia. L'épuisement était profondément inscrit dans les lignes de son visage. Ses épaules étaient rigides, prêtes à encaisser un coup. « Vous êtes une invitée qui nécessite une protection, dit-il. Les invités peuvent partir. »« Vous pouvez sortir par la porte d'entrée quand vous le souhaitez, Nora, » répondit-il, sa voix tombant dans ce registre bas et dangereux. Mais le portail est à 8 kilomètres sur la route. Les bois sont équipés de détecteurs de mouvement. Et si vous atteignez l'autoroute, les hommes de Grigory vous auront avant le lever du soleil. Vous n'êtes pas une prisonnière ici. Vous êtes simplement à court de meilleures options. Il se tourna et monta les escaliers, ses pas complètement silencieux. La femme plus âgée s'avança. Elle portait une simple robe sombre et avait un visage totalement dépourvu d'expression. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Nora suivit.
Elles marchèrent dans un long couloir bordé de hautes fenêtres cintrées qui donnaient sur la forêt noire comme de l'encre. L'air dans la maison était parfaitement climatisé, dépourvu des courants d'air et de l'humidité de ses anciens appartements. Pourtant, elle avait froid. La femme ouvrit une lourde porte en chêne au bout du couloir. Votre chambre, la salle de bain est par la porte de gauche. Il y a des vêtements propres dans le placard. Merci, marmonna Nora. La femme hocha la tête une fois, recula et referma la porte. Clic! Nora fixa la poignée en laiton. Elle s'approcha, la saisit et la tourna fermement. Elle ne bougea pas. La serrure s'était enclenchée de l'extérieur. Un rire aigu et hystérique lui monta à la gorge. Pas une prisonnière. Elle se retourna et examina la pièce. Elle était plus grande que tout son ancien appartement. Un immense lit king-size dominait le centre, recouvert d'une couette gris foncé qui ressemblait à un nuage d'orage. Un coin salon avec 2 fauteuils en cuir se trouvait près d'une immense fenêtre. C'était beau, stérile et entièrement impersonnel. Elle laissa tomber son sac à main bon marché sur le sol. Il bascula, renversant son baume à lèvres et sa poignée de pourboire froissée sur un tapis persan tissé à la main. La vue de ces objets sales et banals sur ce luxe immense brisa quelque chose en elle. Ses jambes la lâchèrent. Elle s'affaissa sur le sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine et pressant son visage dans ses bras. Mais elle ne pleura pas. Pleurer était une libération qu'elle ne pouvait pas se permettre. Au lieu de cela, elle resta assise là, écoutant le silence angoissant du domaine, sentant l'adrénaline se drainer lentement et douloureusement de ses muscles. Finalement, le froid du plancher s'infiltra dans ses os. Elle se releva et se dirigea vers la salle de bain. C'était un temple de marbre blanc et de verre. Elle alluma la douche, laissant en arme, laissant l'eau couler jusqu'à ce que la vapeur remplisse la pièce, embuant les miroirs. Elle se déshabilla, jetant le pull effiloché et la veste en jean dans un coin. Elle entra sous le jet brûlant. La chaleur fut un choc pour son système, brûlant sa peau, la rendant d'un rouge vif. Elle attrapa un pain de savon qui sentait légèrement le cèdre et se frotta. Elle se frotta les bras, le cou, la poitrine, essayant de laver l'odeur du diner de Pat's, l'odeur de l'essence en feu, l'odeur fantôme de cuivre. Elle se frotta jusqu'à ce que sa peau soit à vif. Elle ferma les yeux, laissant le lourd torrent d'eau noyer les pensées qui se bousculaient dans sa tête. 5 ans à se cacher, à se faire petite, à survivre des miettes de la ville, pour être ramenée dans l'orbite sanglante de l'homme dont elle avait sauvé la vie. Quand elle sortit enfin, son reflet dans le miroir partiellement désembué ressemblait à celui d'une étrangère. Ses yeux étaient creux, ses cheveux mouillés plaqués sur son crâne. Elle trouva les vêtements que la femme avait mentionnés dans l'immense dressing. Ce n'étaient pas des vêtements d'invité. Ils étaient neufs, les étiquettes enlevées, un pantalon de survêtement gris anthracite doux et un pull en cachemire épais. Elle les enfila. Ils lui allaient parfaitement. Cette prise de conscience envoya une nouvelle vague de terreur froide le long de sa colonne vertébrale. Il connaissait sa pointure. Il connaissait ses mensurations. Il avait construit cet âge spécialement pour elle bien avant de mettre les pieds dans le dîner. Nora grimpa dans le lit immense, tirant la lourde couette jusqu'à son menton. Les draps étaient incroyablement doux, glissant sur sa peau comme de l'eau. C'était le lit le plus confortable dans lequel elle s'était jamais allongée, et elle ne s'était jamais sentie aussi terrifiée. Elle resta éveillée, fixant le plafond, attendant le lever du soleil, écoutant la maison silencieuse respirer autour d'elle. Le matin ne s'annonça pas avec le grondement des camions poubelles ou les cris des voisins à travers les cloisons fines. Il arriva comme une lente lumière grise s'infiltrant à travers les immenses fenêtres de sa chambre. Nora n'avait pas dormi. Son corps était une spirale de tension, son système nerveux complètement déréglé. À 8 heures du matin, la serrure de sa porte cliqua bruyamment, résonnant dans la pièce silencieuse. Elle s'assit, tirant la couette défensivement contre sa poitrine. Personne n'entra. Le clic était simplement le déverrouillage électronique de la serrure. Elle rejeta les couvertures. Ses pieds nus heurtèrent le parquet. Le pull en cachemire qu'elle portait était incroyablement doux contre sa peau, un rappel textuel de son inadéquation. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit d'une fente et regarda dans le long couloir. Vide. Son estomac gargouilla violemment et bruyamment.
Elle n'avait rien mangé depuis un morceau de pain grillé brûlé à 16 heures la veille. Survivre signifiait manger, quelles que soient les circonstances. Elle sortit de la chambre. La maison semblait différente à la lumière du jour, mais pas moins intimidante. Les murs gris austères et les immenses fenêtres lui donnaient l'impression d'être dans un musée d'art moderne. Beau à regarder, mais pas fait pour être touché. Elle retourna au grand hall et trouva une porte cintrée qui sentait légèrement le café torréfié et le beurre. Elle suivit l'odeur jusqu'à une cuisine digne d'un magazine culinaire. Acier inoxydable, comptoir en marbre noir et un îlot assez grand pour y dormir. Vincent était assis à une petite table en verre près d'une baie vitrée qui donnait sur une pelouse manucurée descendant vers la lisière des arbres. Il ne portait pas de costume. Il portait un T-shirt Henley sombre et ajusté qui tendait sur ses larges épaules et un pantalon sombre. L'absence de veste le faisait paraître physiquement plus grand, les muscles saillants de ses bras entièrement visibles. Il buvait du café et lisait une tablette. À quelques pas de là, appuyé contre le comptoir avec une tasse à la main, se tenait un homme plus jeune avec un nez cassé et des yeux qui balayaient de la pièce comme un rat acculé. Nora se figea dans l'embrasure de la porte. L'homme plus jeune la remarqua en premier, sa main tressaillie vers sa ceinture avant qu'il ne se reprenne. « C'est qui, ça? » Vincent ne leva pas les yeux de sa tablette. « Nora. Elle reste avec nous. » Il fit glisser un doigt sur l'écran. « Bennett, dis-moi pourquoi la cargaison du port 4 a été retardée de 3 heures. » Bennett, l'homme au nez cassé, déglutit difficilement. « La patrouille des douanes a changé son horaire de service. Nous avons dû attendre qu'il parte. Nous ne pouvions pas risquer que les conteneurs soient ouverts sur le quai. Je paie le superviseur des douanes 30 000 $ par mois pour m'assurer que les changements de service n'arrivent pas sans préavis, » dit Vincent. Sa voix était entièrement conversationnelle, complètement dépourvue de colère. Ce manque d'émotion rendait les mots infiniment plus terrifiants. « Il a dit que ça venait de plus haut ?» balbutia Bennett, ses jointures blanchissant autour de sa tasse de café. « Les affaires internes. » Vincent leva enfin les yeux. Il posa la tablette face contre la table en verre avec un léger tapotement. Si les affaires internes fouinent au port 4, cela signifie que quelqu'un sur les quais a été bavard, déclara Vincent. Il regarda Bennett. Le silence s'étira, fin et cassant. « Trouve qui c'est? Coupe-lui la langue. Laisse-la sur le bureau du superviseur des douanes. » Le souffle de Nora se coupa. Elle fit un pas en arrière, ses talons raclant le carrelage. Les deux hommes la regardèrent. Les yeux de Bennett se plissèrent, balayant ses vêtements empruntés. Le regard de Vincent était différent. Il était lourd, calculateur. Il regarda le sang quitter son visage, regarda sa poitrine se soulever et s'abaisser avec des respirations soudaines et rapides. « Bennett, sors !» ordonna doucement Vincent. Bennett ne discuta pas. Il posa sa tasse sur le comptoir et passa pratiquement en courant devant Nora, lui faisant un large détour en disparaissant dans le couloir. Nora resta clouée à l'embrasure de la porte. L'odeur fantôme de cuivre revint en force, épaisse et suffocante, inondant ses sinus. Elle se mélangea de manière nauséabonde à la riche odeur du café qui infusait sur le comptoir. Elle regarda les mains de Vincent, grandes, stables, reposant nonchalamment sur la table. Les mêmes mains qu'elle avait couvertes de sang il y a 5 ans. « Asseyez-vous, » dit Vincent, désignant la chaise vide en face de lui. Nora ne bougea pas. « Vous allez couper la langue de quelqu'un. Je vais protéger mes affaires, » corrigea calmement Vincent. « Asseyez-vous, Nora. Il y a à manger. » Il désigna un plat en argent couvert au centre de la table. Ses jambes bougèrent avant que son cerveau ne puisse les arrêter. L'instinct profondément ancré d'obéir à la chose la plus dangereuse dans la pièce prit le dessus. Elle marcha raidement jusqu'à la table et s'assit sur la chaise en face de lui. Elle ne toucha pas à la nourriture. Elle garda ses mains fermement sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous avez peur de moi, » observa Vincent. Il prit sa tasse de café, buvant une lente gorgée. « Vous venez d'ordonner une mutilation au petit déjeuner, » rétorqua Nora. La peur rendit sa voix aiguë, dépouillée de son apathie habituelle. « Devrais-je faire la conversation? » Vincent posa la tasse. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table en verre. « Vous savez exactement ce que je suis. Vous le saviez la nuit où vous m'avez sorti de la pluie. Un homme avec une balle dans le dos qui ne peut pas aller à l'hôpital n'est pas un saint. Je me fichais de ce que vous étiez, » dit Nora, sa voix tombant à un murmure rauque. «
Je voulais juste que vous sortiez de mon appartement pour que les flics ne m'arrêtent pas. Pragmatisme? Vincent hocha lentement la tête. J'apprécie ça. Vous devez appliquer ce même pragmatisme maintenant. Il tendit la main sur la table, ses doigts effleurant le bord du plat en argent. Il retira le couvercle. En dessous se trouvait une assiette remplie d'œufs, de bacon épais et de pain grillé. L'odeur était agressivement riche, faisant se contracter violemment l'estomac vide de Nora. « Grigory Antonov n'est pas un pragmatique, » dit Vincent, ses yeux se fixant sur les siens. « C'est un fanatique. S'il vous attrape, il vous torturera pour blesser ma fierté. Et puis il vous tuera. Je suis un monstre, Nora. Je ne le nierai pas. Mais en ce moment, je suis votre monstre. Et tant que vous serez entre ces murs, rien ne vous touchera. » Nora fixa la nourriture. La vapeur qui montait des œufs brouillait légèrement sa vision. La contradiction était paralysante. L'homme assis en face d'elle était impitoyable, violent, et commandait un réseau de cruauté qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Il lui avait arraché sa vie, brûlé son travail, et l'avait enfermée dans une cage dorée. Pourtant, il était la seule raison pour laquelle elle respirait ce matin. « Mangez », ordonna doucement Vincent. Nora retira lentement ses mains de ses genoux. Ses doigts tremblaient. Elle prit une fourchette. L'argenterie semblait lourde, étrangère dans sa main comparée aux couverts en plastique bon marché auxquels elle était habituée. Elle prit une bouchée des œufs. Ils étaient parfaits, beurrés, fondant dans sa bouche. Elle mâcha, avalant malgré le nœud de peur serré dans sa gorge. Vincent la regarda manger. Il ne reprit pas sa tablette. Il resta juste assis là, une force silencieuse et immuable l'ancrant à cette nouvelle réalité terrifiante. Nora garda les yeux sur son assiette, le goût métallique de l'adrénaline s'estompant lentement, remplacé par la réalisation amère qu'elle avait survécu 5 ans dans l'ombre, seulement pour être traînée directement au soleil. Et le soleil la brûlait vive. 3 jours se fondirent en une seule période continue de silence suffocant. Le domaine était une merveille d'architecture moderne, mais pour Nora, c'était un terrarium. Elle passait ses heures à arpenter l'aile est. Elle apprit le nombre exact de pas de la porte de sa chambre à l'immense fenêtre au bout du couloir, 74. Elle apprit que le système de climatisation fredonnait un si bémol bas et à peine perceptible. Elle apprit que la femme plus âgée qui lui apportait ses repas s'appelait Martha, et que Martha possédait la capacité troublante de se déplacer sans faire le moindre bruit sur les parquets. Le luxe était offensant. Les draps étaient en coton égyptien, la nourriture était méticuleusement présentée, et la pression de l'eau dans la douche en marbre était parfaite. Cela ressemblait à un pot de vin. Chaque texture douce et chaque repas riche étaient conçus pour lui faire oublier qu'elle était piégée. Ça n'a pas marché. L'odeur fantôme de cuivre persistait aux confins de ses sens, s'intensifiant chaque fois que la maison devenait trop silencieuse. La brûlure chimique et âpre du café bon marché lui manquait. Le grattement abrasif de son uniforme de dîner en polyester lui manquait. Ces choses lui appartenaient, ce cachemire, ce marbre, cette sécurité forcée, tout cela appartenait à Vincent. Le soir du 4e jour, l'inactivité devint toxique. Sa peau semblait trop tendue. L'énergie nerveuse qu'il avait maintenue en vie dans le South End la cannibalisait de l'intérieur. Elle quitta sa chambre à 22 heures. La maison était sombre, éclairée uniquement par des lumières de sol encastrées qui projetaient de longues ombres nettes sur les murs d'ardoise. Elle marcha pieds nus vers l'aile ouest, une partie de la maison qu'elle n'avait pas encore explorée. L'air y devint plus frais, sentant le vieux papier, le cuir et une odeur métallique vive qui fit bondir son pouls. De l'huile pour armes. Nora s'arrêta devant une lourde porte en chêne laissée légèrement entr'ouverte. Une seule lampe de bureau projetait une flaque de lumière jaune sur un immense bureau en acajou. Vincent était assis au centre de la lumière. Il ne portait ni veste ni cravate. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, exposant des avant-bras noueux de muscles et striés de légères cicatrices argentées. Étendu sur un chiffon en microfibre sombre devant lui, se trouvaient des pièces démontées d'un pistolet semi-automatique. Il se déplaçait avec une précision mécanique. Une petite brosse balayait la glissière. Un chiffon imbibé de solvant essuyait le canon. Le cliquetis métallique des composants métalliques se remettant en place était le seul son dans la pièce. Nora se tenait dans l'embrasure de la porte, le souffle court.
Elle aurait dû faire demi-tour. Elle aurait dû retourner dans son couloir de 74 pas. Vous marchez lourdement sur votre talon gauche, dit Vincent. Il ne leva pas les yeux. Il glissa un ressort enroulé dans la carcasse du pistolet. Une vieille blessure. Nora se raidit. J'ai glissé sur la glace il y a 3 hivers. Je ne pouvais pas me payer un médecin pour remettre la cheville en place. Elle a guéri de travers, nota-t-il, prenant enfin un chiffon pour essuyer l'excès d'huile de ses mains. Je peux faire venir un spécialiste demain. La casse. La remettre en place. Ne touchez pas à ma cheville, lança Nora. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les tempérer. L'arrogance pure de son offre de lui briser les os juste pour réparer une boiterie avec laquelle elle vivait depuis des années alluma une étincelle de fureur vive et brillante dans sa poitrine. Elle poussa complètement la porte et entra dans la pièce. Vincent leva les yeux, ses yeux sombres se fixant sur les siens, enregistrant le défi. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air vaguement fasciné. « Je deviens folle dans cette maison », dit Nora, sa voix tremblante, mais la mâchoire serrée. Elle croisa les bras sur sa poitrine, enfonçant ses ongles dans le cachemire doux de son pull. « Je ne peux pas rester assise dans cette chambre à attendre que le ciel me tombe sur la tête. J'ai besoin de faire quelque chose. Lisez un livre. »« Il y en a 3000 dans cette pièce, » répondit Vincent, faisant un vague geste vers les étagères imposantes qui tapissaient les murs. « Je ne veux pas d'un livre. Je veux un travail. » Vincent posa le pistolet assemblé sur le bureau. Le bruit sourd du métal lourd contre le bois fit sursauter Nora. « Vous êtes une cible, Nora. Vous n'êtes pas une employée. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, le cuir gémissant doucement sous son poids. « Votre seul travail est de rester complètement hors de vue pendant que je démantèle ce qui reste du syndicat Antonov. »« Je ne suis pas une pièce de porcelaine, » argumenta-t-elle, s'approchant du bureau. L'odeur du solvant lui brûlait le nez, mais elle était réelle, elle la ramenait à la réalité. « J'ai survécu au South End pendant 5 ans. J'ai survécu en grattant la graisse d'un grill de diner. Je peux m'occuper de la lessive, je peux cuisiner. Laissez-moi faire quelque chose ou je vais perdre la tête. » Vincent la fixa. Il étudia les cernes sombres sous ses yeux qu'une semaine de luxe n'avait pas effacées. Il étudia la ligne tendue et défensive de ses épaules. « Vous voulez être utile ?» murmura-t-il, sa voix tombant dans ce registre bas et dangereux qui vibrait dans sa poitrine. « Je veux gagner ma place. Je n'accepte pas la charité. » Une expiration brusque et amusée s'échappa de ses lèvres. « Ce n'est pas de la charité. C'est une quarantaine. » Il plongea la main dans le tiroir supérieur de son bureau et en sortit un épais dossier manille, le jetant sur le bord de la surface en acajou. « Vous étiez infirmière. »« Aide-soignante, » corrigea-t-elle instinctivement. « Je n'avais pas de diplôme. Je savais juste suturer, bander et trier. »« Médecine pragmatique, » dit Vincent, le genre qui ne demande pas de carte d'assurance. Il tapota le dossier avec une lourde bague en or. « J'ai une équipe de 12 hommes qui tournent sur le service du port. Ils se font des bleus. Ils se coupent. Parfois, ils se cassent des côtes dans des accidents de chargement. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital sans attirer l'attention de la police. » Nora fixa le dossier. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. « Martha vous montrera le dispensaire du sous-sol demain, » continua Vincent, ses yeux plats et totalement indéchiffrables. « Faites l'inventaire. Jetez ce qui est périmé. Faites une liste de ce dont vous avez besoin. À partir de maintenant, quand un de mes hommes saignera, vous le rafistolerez. » Nora tendit lentement la main et tira le dossier vers elle. Le papier épais était rugueux contre le bout de ses doigts. C'était une concession terrifiante. En acceptant ce travail, elle n'était plus seulement un atout protégé. Elle devenait un rouage fonctionnel de la machine Costa. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure creux. « Vous pourriez simplement m'enfermer dans cette chambre et m'ignorer. » Vincent se leva. Il était plus grand qu'elle d'une tête, sa présence dominant immédiatement l'espace. Il se pencha sur le bureau, envahissant son espace personnel. L'odeur d'huile pour armes céda complètement la place à son parfum de cèdre vif et froid. « Parce qu'un animal en cage qui n'a rien à ronger finira par se ronger la patte, » dit doucement Vincent. « Et j'ai besoin de vous entière, Nora. » Il éteignit la lampe de bureau. La pièce plongea dans l'ombre. « L'inventaire commence à 8 heures, » dit-il depuis l'obscurité. « Ne soyez pas en retard. » L'illusion de sécurité se brisa exactement 48 heures plus tard. Il était 2h14 du matin. Nora connaissait l'heure parce qu'elle y était réveillée,
fixant les chiffres rouges lumineux du réveil sur sa table de nuit. Sa cheville lui faisait mal, une douleur sourde qui s'intensifiait chaque fois qu'il pleuvait. Et il pleuvait cette nuit-là. Une averse torrentielle qui battait contre la vitre pare-balles de sa fenêtre, sonnant comme une poignée de gravier jeté contre un toit de tôle. Elle traçait la ligne d'une cicatrice délavée sur son poignet lorsque la lourde porte en chêne de sa chambre s'ouvrit violemment. Nora se redressa d'un bond, un cri coincé dans sa gorge. Vincent se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était entièrement vêtu d'un équipement tactique noir, un gilet pare-balles solidement attaché sur sa poitrine, un fusil automatique avec silencieux suspendu à une sangle sur son épaule. La grâce silencieuse et terrifiante qu'il possédait habituellement avait disparu, remplacée par une urgence électrique et saccadée. « Debout, aboya-t-il. Mettez vos chaussures, maintenant. »« Quoi maintenant? » Nora, le rugissement vibra sur les murs. La panique, glaciale et absolue, inonda ses veines. Elle se précipita hors du lit, ses mains tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine saisir les lacets des baskets usées qu'elle avait refusé de jeter. Elle y fourra ses pieds, sans prendre la peine de faire les lacets. « Manteau » ordonna Vincent, attrapant une lourde veste en laine dans le placard et la lui jetant. Elle la heurta à la poitrine. « Mettez-le. Gardez la tête baissée. Sont-ils ici? » Alleta Nora, sa voix se brisant. « Ils ont franchi le portail inférieur, » dit Vincent, lui saisissant le haut du bras. Sa prise était un étau d'acier, meurtrier et inéluctable. Il la traîna pratiquement hors de la pièce. La taupe du port leur a donné les codes d'accès à la route privée. Nous partons. La maison était chaotique. Le silence immaculé de musée avait disparu, remplacé par le bruit sourd des bottes de combat, les cris frénétiques des hommes et le cliquetis rythmique et terrifiant des fusils d'assaut qu'on armait. Vincent la traîna dans un escalier de service qu'elle n'avait jamais vu. L'air y était humide, sentant le béton et les gaz d'échappement. Ils débouchèrent dans un garage souterrain, baigné d'une lumière d'urgence rouge et crue. Deux tout-terrains noirs lourdement blindés tournaient au ralenti. Leurs énormes moteurs rugissants, pompant une épaisse fumée blanche dans l'air froid. Arthur était au volant du véhicule de tête, monté à l'arrière, sur le plancher. Vincent la poussa vers la portière arrière ouverte du premier véhicule. Nora trébucha, son lacet défait se coinçant sous son talon. Elle bascula en avant, ses genoux heurtant durement le marchepied en métal. La douleur éclata, vive et écœurante, mais l'adrénaline l'avala instantanément. Elle rampa à l'arrière, se coinçant dans l'espace étroit entre les sièges avant et arrière, se recroquevillant en boule. Vincent se glissa juste au-dessus d'elle, claquant la lourde porte blindée. « Partez !» cria-t-il. Le véhicule bondit en avant avec une violence qui brisa le cou. Les pneus crissèrent contre le béton avant de mordre, lançant le lourd véhicule sur la rampe de sortie et sous la pluie torrentielle. Nora pressa son visage contre le tapis de sol granuleux. Il sentait intensément le caoutchouc mouillé et la vieille saleté. Elle plaqua ses mains sur ses oreilles, ses yeux fermés hermétiquement. Sa respiration était complètement hors de contrôle. Des halètements saccadés lui déchiraient de la gorge. Gardez la tête baissée. La lourde botte de Vincent poussa son épaule, la clouant au sol. Ils prirent la route de gravier privé à 110 km/h. Le véhicule dérapa légèrement, le lourd blindage déséquilibrant son centre de gravité. Arthur luttait avec le volant. Son visage était un masque de concentration furieuse dans le rétroviseur. « Ils sont sur nos talons !» cria Arthur par-dessus le rugissement du moteur. Nora ouvrit les yeux juste à temps pour voir la cabine s'illuminer de flashs aveuglants provenant de la lunette arrière. Une fraction de seconde plus tard, le bruit frappa. Ce n'était pas comme dans les films. Ce n'était pas un son de claquement net et distant. C'était un rugissement assourdissant et percutant qui battait physiquement ses tympans. Les balles de gros calibre frappèrent le pare-brise arrière renforcé avec la force de masse. La vitre épaisse ne se brisa pas, mais elle se fissura violemment en toile d'araignée. Une explosion laiteuse de couches fracturées apparaissant à quelques centimètres au-dessus de la tête de Vincent. « Conduis! Arthur! » rugit Vincent, baissant sa vitre de 3 pouces et sortant le canon de son fusil sous la pluie. Il riposta. Les ondes de choc de son arme tirant à l'intérieur de la cabine fermée étaient atroces. Nora cria, enfouissant son visage dans ses genoux. L'odeur de cordite et de poudre brûlée remplissant instantanément l'air, l'étouffant.
Le véhicule vira violemment à gauche, projetant Nora contre le panneau de la porte. Son épaule heurta le métal. « Lance-roquette !» cria Arthur. Le monde devint blanc. L'explosion ne les toucha pas directement, mais elle détonna assez près du pneu avant droit pour que l'onde de choc soulève le véhicule de 3 tonnes du sol. Le temps se dilata. Nora se sentit en apesanteur pendant 1 seconde terrifiante et angoissante. Puis, la gravité les rattrapa. Le véhicule s'écrasa sur l'asphalte avec un bruit écœurant de métal et de suspension brisée. L'impact projeta Nora vers le haut, mais un poids lourd l'écrasa instantanément sur le plancher. Vincent avait jeté tout son corps sur elle. Le véhicule partit en toupie, les pneus se déchiquetant contre la route mouillée. Il dérapa sur le côté sur 50 mètres, le crissement atroce du métal sur l'asphalte noyant la pluie, avant de s'écraser violemment contre le tronc épais d'un vieux pin. Les airbags se déployèrent dans un nuage de poussière blanche et acide. Puis une immobilité terrifiante et absolue s'abattit sur la voiture. Nora gisait épinglée sous le corps massif de Vincent. Ses oreilles bourdonnaient d'un sifflement aigu et continu. Elle ne pouvait pas respirer. Le poids sur elle écrasait ses poumons. Elle ouvrit la bouche pour halter, goûtant le sang et la poussière chimique amère des airbags. Vincent croissa-t-elle, ses mains poussant faiblement contre son gilet tactique. Il ne bougea pas. Dehors, le crissement des bottes sur le gravier mouillé commença à s'approcher du véhicule accidenté. Des faisceaux de lampes de poche traversaient la pluie et l'épaisse fumée qui s'échappait du bloc moteur écrasé, balayant les vitres brisées. Le cœur de Nora s'arrêta. L'odeur métallique de sang revint, mais cette fois ce n'était pas un souvenir fantôme. C'était réel, chaud et collant, dégoulinant régulièrement de l'armure de Vincent sur sa nuque. « Vérifiez la cabine !» ordonna une voix à l'accent prononcé depuis l'obscurité. Nora ferma les yeux, une seule larme terrifiée traçant un sillon dans la poussière sur sa joue. La cage s'était brisée, mais les monstres attendaient dehors. La cage dorée a été officiellement brisée, et Nora est piégée sous le poids de son protecteur dans un tout-terrain violemment accidenté. Alors que les hommes de Grigory Antonov se rapprochent et que Vincent se vide de son sang, est-ce la fin pour notre protagoniste cynique? Trouvera-t-elle un moyen de le tirer du feu une seconde fois? Où vont-ils tous les deux sombrer sous la pluie? Partagez vos théories de survie dans les commentaires ci-dessous.